Des livres plein les oreilles. Salut tout le monde, comment allez-vous? Clotilde Sey en votre compagnie en direct du Chic Studio. Chic est vraiment, c'est le mot là, je dis pas ça ironiquement. Il est vraiment très très beau notre studio de Canal M depuis qu'il a été refait. Canal M qui produit l'émission des livres plein les oreilles que je réalise et que j'anime pour vous à chaque semaine. Une émission consacrée aux livres audio. Cette semaine, nouveauté jeunesse tout droit sortie du studio Bulldog et des éditions de la courte échelle, l'Oracle. Oracle, c'est aussi le nom d'un polar lu en audio par Patrick Labbé, sûrement un des livres audio les plus écoutés chez Audible, vive la pub télé. Mais au fait, qu'est-ce qu'un oracle? On va y revenir en même temps qu'on découvrira en audio l'oracle de la Luna de Frédéric Lenoir, philosophe, écrivain et historien des religions. Frédéric Lenoir qui est aussi un ardent défenseur de la cause animale au point d'avoir rédigé une lettre aux animaux et à ceux qui les aiment dont j'ai un extrait audio à vous présenter. En seconde partie, Gérald Cousineau a lu pour nous Cœur d'amande de Yasmina Khadra et on finira l'émission avec des nouveautés audio à vous glisser entre les oreilles. Alors, qui est Julie Champagne à qui l'on doit l'oracle? Julie Champagne a travaillé d'abord comme planificatrice, je vais le dire, stratégique dans une agence de promotion. Rien à voir. Et en 2010, elle décide de quitter ce domaine pour vivre de sa plume, notamment comme journaliste. Elle est aujourd'hui rédactrice en chef du magazine pour adolescents Curium. À la courte échelle, elle a fait paraître la série L'Escouade de Fiasco, Un bruit dans les murs et un roman dont on avait parlé d'ailleurs abondamment, un roman pour adolescents qui s'intitule Cancer ascendant autruche, qui avait obtenu le prix du gouverneur général en 2022 et le prix jeunesse des libraires en 2023. Qu'est-ce que ce livre, l'Oracle, donc livre pour la jeunesse, je vous l'ai déjà dit. On y est avec Matt. Matt, qui n'est plus le même. Matt qui pose des gestes de plus en plus étranges. Matt qui, même parfois, devient dangereux. Alors, il y a son jeune frère, Jules, qui est très inquiet et qui soupçonne l'oracle. Qu'est-ce que l'oracle? Dans ce cas-là, c'est un nouveau jeu un peu glauque dont personne n'a entendu parler. Mais Jules a beau désinstaller le jeu, Matt continue de commettre des méfaits dont il ne garde aucun souvenir. Est-ce qu'il est trop tard? Laïma, le personnage maléfique qui mène la partie, s'est-elle emparée de son esprit? Allez savoir. Alors Jules va tout mettre en œuvre pour sauver son frère de la menace qui se resserre chaque jour davantage. Extrait de l'Oracle, c'est lu par Charles Briand, qui a été un de mes étudiants à l'UDA en narration. Chapitre 1. Dimanche, 8 janvier. Le cri de Jules Maillet, 15 ans, résonne dans la chambre vide. Pas de vêtements suspendus dans la garde-robe, pas de photos de famille encadrées sur les murs, rien pour absorber le bruit. Seul un matelas au sol et 3 boîtes en carton meublent l'espace. Les doigts de l'adolescent s'agitent sur la manette, multipliant les commandes pour sauver sa vie. Des ennemis armés envahissent son casque de réalité virtuelle. Une troupe de mercenaires infiltre la vieille cabane qui lui sert de repère. Touché au flanc gauche, son avatar est mal en point. Tant pis pour le butin. Mieux vaut sauver sa peau que son artillerie. On sort! Couvre-moi, je défonce la porte arrière. Les oreilles cachées par ses écouteurs, le son du micro réglé au maximum, Jules orchestre sa fuite avec Matt, son frère. Les 2 joueurs s'activent dans leurs chambres respectives, séparées par la salle de bain de l'appartement. « Je suis mort », constate Matt, bon perdant. Le sniper qui l'incarnait s'écroule avant de se volatiliser en 1000 particules aériennes. La suite n'augure pas mieux pour Jules. Sa barre de vie clignote en rouge. L'étau se resserre. Les grenades explosent autour de lui. Après une détonation assourdissante, le soldat cesse d'obéir. La partie est finie. Jules écrase son oreiller d'un coup de poing énervé, puis il se ressaisit. Une dernière? Pas pour moi, je dois étudier. Qui fait ses devoirs le dimanche soir? Se moque le Benjamin. Il en faut un pour sauver l'honneur de la famille. Jules éclate d'un rire franc avant de retirer son casque.
Entortillé dans ses draps défaits, il enchaîne les vidéos sur son cellulaire jusqu'à ce que la faim lui fournisse une raison suffisante de se lever. La noirceur de janvier est tombée sans qu'il le réalise. Au bout du couloir, la porte de Matt est close. Leur mère n'est nulle part en vue. Il n'y a que les craquements du plancher et la dispute des voisins du bas pour rompre le silence. Jules esquive les boîtes qui traînent entre sa chambre et la cuisine. Un vrai champ de mine. Personne n'a le courage de vider ses cartons remplis de souvenirs. Les émotions sont trop vives. Avec la séparation des parents, une autre vie débute pour les frères Maillé. Une vie écartelée entre deux adresses, entre deux clans. Charles, leur père, a gardé la maison familiale. Les garçons peuvent donc rester à la même école secondaire. Les parents ont promis que leur quotidien ne serait pas trop chamboulé. C'était un mensonge, évidemment. Tout a déjà changé. Jules ouvre la porte du frigo pour évaluer ses options. Un vieux reste de pizza oublié, quelques feuilles de laitue flétries au fond du tiroir à légumes et un demi-sandwich qui sent l'empoisonnement alimentaire. Il extirpe une pointe de pizza durcie, la croûte coincée entre son pouce et son index. Mauvaise idée. La remarque le fait sursauter. Apparu sans un bruit, Matt lui arrache la pointe des mains, puis la frappe contre le comptoir. « Tes dames remercieront », poursuit-il en sortant un plat de lasagne industrielle du congélateur. « T'as pas besoin de me surveiller », s'emporte Jules, agacé. « Faux, c'est mon devoir d'aîné. J'ai une année de plus que toi. Je suis plus grand que toi. Juste quand tu portes tes souliers. » Dans une prise de lutte amicale, Jules enroule son bras autour de son frère. Après un combat sans gagnant, le cadet libère son adversaire. « Oui, maman ?» demande-t-il en se doutant de la réponse. « Apprends un café avec tante Lucie, sa psy personnelle. » Bingo. Depuis la séparation, sa mère multiplie les cafés, surtout ceux qui se terminent aux petites heures et qui lui confèrent une haleine d'alcool. Elle a besoin de parler, la défend Matt avec bienveillance. Elle a surtout besoin de vin blanc, pense Jules en le regrettant aussitôt. On regarde un film? Propose-t-il pour changer de sujet. Peut-être demain, je vais me coucher tôt. Il est même pas 20 heures. Matt est sur le point de se justifier, mais il est interrompu par une vibration dans la poche de son pantalon de jogging. Au lieu du carillon traditionnel, son cellulaire émet un coucou sinistre, entrecoupé par les rouages grinçants d'un pendule. « T'as installé une notification spéciale pour la blonde de papa? » rigole Jules, qui ne rate jamais une occasion d'exprimer son antipathie. Incapable de méchanceté même sous le couvert de l'humour, Matt lui tourne le dos, laissant la blague sans réaction. Jules regarde son frère s'éloigner, la nuque courbée vers l'écran. « Bonne nuit, papy! » Je suis sûr que ça peut intéresser vos jeunes, ça. Ça s'appelle, je vous le rappelle, L'Oracle de Julie Champagne. C'est lu par Charles Brien, édité par La Courte Échelle, jeunesse, et ça a été enregistré au studio Bulldog. Bon, pour les un peu plus vieux maintenant, Oracle, cette fois-ci tout court, de Andrew Piper, lu par Patrick Labbé. Ça date d'il y a 2 ans à peu près. C'est une espèce de suspense psychologique au cours duquel on suit un certain Nate Russo, un médium du FBI qui aide à résoudre des enlèvements et des homicides en touchant les proches des personnes disparues. Son don unique a toutefois un prix terrible, c'est qu'il voit les moments d'horreur ayant précédé la disparition des victimes. C'est un polar que l'on dit absolument captivant, écrit donc par l'auteur à succès Andrew Piper, qui a été traduit de l'anglais par Cécile Arbus et qui a été interprété par nul autre que Patrick Labbé. Donc c'est un bouquin, si vous voulez vraiment tout savoir, c'est à la fois un genre d'enquête criminelle avec des éléments surnaturels et beaucoup d'intuition. Quand même, une pub à la TV, ça aide. Il y a eu des centaines de personnes qui ont acheté ce livre audio, comme quoi tout est possible quand on en entend parler. Le nom de Patrick Labbé est pour beaucoup, oui, peut-être, mais j'en connais plein d'autres, moi qui aurais pu lire ce livre, et peut-être même un peu mieux, mais bon, ça n'engage que moi. Mardi, 21 août 1984.
La disparue de Johnstown. Les recherches piétinent. Appel à témoins, appel à information. Steve Welland, journaliste. Johnstown, New York. La police a tenu hier une nouvelle conférence de presse à l'hôtel de ville de Johnstown, appelant toute personne susceptible d'avoir des informations sur Pauline Alt, 12 ans, disparue, à se manifester et à participer à l'enquête en cours. Mademoiselle Alt a été vue pour la dernière fois par ses amis le 10 mars en début de soirée, alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle. Le groupe d'amis était allé manger une crème glacée au Diner Miss Johnstown. Le chef de la police, Donald Upton, a admis qu'à ce stade-ci, les autorités n'avaient aucune piste solide dans l'affaire et qu'elles étaient perplexes et frustrées par le manque d'informations. Les gens ne disparaissent pas sans laisser de traces, a-t-il déclaré. Pas une jeune fille de bonne famille que tout le monde connaissait ou presque, c'est impossible, pas dans notre ville en tout cas. Mademoiselle Alt est étudiante à l'école secondaire Knox Jr., où elle excelle au sein du programme pour élèves doués. Selon le chef Upton, c'est une jeune fille appréciée et qui n'a pas ce que l'on pourrait appeler de mauvaise fréquentation. Madame Jean Alt, la mère de Pauline, a également assisté à la conférence de presse et, en larmes, a lancé un appel à quiconque en saurait plus sur l'endroit où pourrait se trouver sa fille. « Quelqu'un l'a vue, quelqu'un sait », a-t-elle dit. Son mari, Joseph Alt, mécanicien chez Bear Muffler à Johnstown, était à ses côtés. « Ce que vous avez pu faire ou ce que vous cachez ne nous intéresse pas, on veut juste retrouver Pauline. » Lors d'une précédente entrevue au Leader Herald, les parents de Mademoiselle Alt ont fait savoir qu'elle n'avait pas d'antécédent de fugue et qu'ils n'étaient au courant d'aucune raison pour laquelle elle pourrait vouloir fuguer. Tous les pères disent probablement la même chose à propos de leur enfant, mais dans le cas de Pauline, c'est la vérité. C'est une bonne fille, a déclaré M. Alt. Elle est intelligente, et pas juste à l'école, elle a une tête sur les épaules. On lui a toujours dit de ne pas parler aux étrangers ou de ne pas sortir toute seule, les conseils habituels. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais je peux vous garantir que ce n'est pas une fugue. Elle n'aurait pas pris la décision de partir du jour au lendemain. Pauline portait un kangourou rouge de l'école Knox Jr. et des jogging kaki le soir de sa disparition. Au cours des derniers mois, des dizaines de policiers de Johnstown, de Gloversville et de nombreuses autres municipalités des comtés de Fulton et de Montgomery ont inspecté les berges des ruisseaux, les bois en périphérie, ainsi que la campagne environnante. Le trajet qu'a probablement effectué la jeune fille du centre-ville jusqu'à chez elle, au sud de Henry Street, a été fouillé en profondeur. Jusqu'à présent, aucun indice d'une quelconque utilité pratique pour les enquêteurs n'a été découvert. Lorsqu'on lui a demandé si un acte criminel était suspecté, le chef Upton a répondu « Nous considérons toutes les possibilités ». Toute personne qui aurait vu Pauline ou une activité suspecte le soir du 10 mars ou qui détiendrait toute autre information d'intérêt est priée de contacter la police de Johnstown. Ils peuvent garder l'anonymat s'ils le souhaitent, a déclaré le chef Upton hier. Ce n'est pas une enquête criminelle. On recherche une jeune fille disparue pour la ramener à ses parents. La voix de Patrick Labbé lisant ce livre d'Andrew Piper qui s'intitule « Oracle ». Mais au fait, qu'est-ce que c'est qu'un oracle? Non mais c'est vrai, et on a raison de se poser la question, parce qu'il y a plusieurs définitions. La définition qui émane de l'Antiquité, donc c'est pas d'hier, réponse qu'une divinité donnait à ceux qui la consultaient. Bon, dis donc, Poséidon, d'après vous, si je prends la mer un mardi à midi, est-ce qu'il va y avoir... est-ce que c'est bon pour le bateau et moi? Et Poséidon de répondre ce qui était considéré comme un oracle. Voilà. Sur le plan littéraire, un oracle, parce que c'est évidemment masculin, est une opinion qui jouit d'un grand crédit. Ça, j'ignorais complètement. J'ai pas d'exemple comme ça a priori, mais... voilà. Et puis, on peut aussi parler d'une personne qui parle avec autorité et d'un jeu de cartes illustré, utilisé pour la divination. Alors, qu'est-ce qu'on en apprend des choses? Définition ancienne, ça c'est drôle parce que c'est écrit en vieux François. Oracle se dit aussi en parlant du lieu où on alloit chercher cette réponse et du Dieu qu'on croyait consulter.
L'oracle de Delphes a été le plus fameux de l'Antiquité. Tous les princes envoyaient consulter cet oracle. C'est toi l'oracle d'Apollon. Voilà. Oracle se dit aussi chez les chrétiens des écrits, donc des écrits et des réponses divines et infaillibles. Et c'est en ce sens qu'on dit que les paroles de l'Écriture sont des oracles divins, qu'il faut aller consulter l'oracle quand on y va chercher la décision de quelque doute. Oracle se dit encore des paroles humaines qui ont une grande autorité ou un grand sens. Dans le cas de Frédéric Lenoir, je suis sûr que le terme d'oracle va trouver là sa vraie définition. Pardon, je ne sais pas si vous le connaissez, Frédéric Lenoir. Remarquez, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Après qu'on ait écouté un extrait de L'Oracle della Luna de Frédéric Lenoir, c'est lu par Mathieu Dahan. Qui est Luna, la belle sorcière aux cheveux de feu? Quelle malédiction frappe le blessé retrouvé dans sa cabane des Abruzzes? Qui sont les hommes masqués de noir acharnés à sa perte? Quelle parole terrible dissimule ce mystérieux parchemin qui ne doit surtout pas arriver jusqu'aux mains du pape? Au cours d'un XVIe siècle hanté par les querelles religieuses et philosophiques, le nouveau thriller historique de Frédéric Lenoir nous entraîne des palais aux prisons de Venise, du mont Athos au bagne des corsaires d'Alger, de Jérusalem au ghetto de Chypre. Un grand roman d'amour aussi et d'aventure, où passion, mort mystique, chrétienne et soufie, astrologie et cabale rythment la quête initiatique de Giovanni, le jeune paysan qui avait osé lever les yeux sur la fille des Doges. Contemple, Giovanni, ton tragique et lumineux destin. L'acceptes-tu? Le frère Portier fut fort surpris de découvrir cet étrange équipage de paysans transportant un corps sur une charrette. « Je suis le chef du village d'Ostuni. Nous voulons voir l'abbé, lança le vieux Giorgio. « Notre père abbé n'est point là. Que voulez-vous » reprit le moine d'un ton ferme. Comme il faisait encore frais durant ces premiers jours de carême, le prieur enfila une coule de laine brune sur son habit noir de bénédictin et sortit accueillir les villageois. « La paix du Christ » lança-t-il à leur adresse. « Que se passe-t-il » Le vieux Giorgio ôta son chapeau et se racla la gorge. « Nous sommes du village d'Ostuni, mon père, à une 20aine de lieues. » Et pourquoi avoir fait ce voyage de plusieurs jours avec ce corps? Vous n'êtes pas sans savoir, mon père, qu'une malédiction s'est abattue sur notre malheureux village depuis la Noël. Nous avons en effet reçu vos demandes de prière, poursuivit le prieur qui se souvint soudainement de l'émissaire envoyé au monastère un bon mois auparavant. Plusieurs personnes sont mortes de manière étrange, je crois. Tout a commencé juste après Noël, reprit le paysan, satisfait de voir que le moine avait cela en tête. Le fils du forgeron est tombé et s'est noyé dans le puits. À la Saint-Roberto, une poutre de la bergerie s'est effondrée sur Emilio et lui a brisé les os. Quelques jours après, c'est la femme de Francesco qui mourait en couche avec son petiot. Et encore à la Chandeleur, le vieux Tino est parti en une nuit, en vidant ses tripes, lui qui était fort comme un chêne. C'est bien triste, en effet. Nous continuerons de prier pour le salut de vos parents et pour que le Seigneur vous épargne de nouvelles épreuves. Vos prières ne seront pas de trop. Tout ça porte la trace du malin, mon père. En prononçant ces mots, le paysan guetta la réaction du moine. Voyant qu'il restait impassible, il insista. C'est à cause de cette sorcière qui vit dans le bois du Védiche. À coup sûr, elle a fait commerce avec le diable ou ses suppôts. Qu'en savez-vous? Elle s'est installée dans une cabane abandonnée moins d'une lune avant Noël. Puis, elle est venue au village pour prodiguer sa médecine des plantes en échange de légumes et de volailles. Certains n'ont pas hésité à lui demander des remèdes pour soulager leurs douleurs, et ils ont commencé à se rendre dans la cabane. Mais, juste avant que tous ces malheurs s'abattent sur nous, elle a refusé de soigner le forgeron d'une vilaine brûlure à la main. Après, c'est Francesco qu'elle a refusé d'aider, et elle l'a maudit en criant force injure à notre Seigneur. L'un a perdu son fils, et l'autre sa femme et son enfant. Tout ça n'est que diablerie. Le moine resta songeur quelques instants, puis fixa le vieux paysan. « Quelle preuve apportez-vous que cette femme soit la cause de tous ces maux ?»« Ce que je sais, reprit le paysan la voix tremblante, c'est qu'elle a jeté le mauvais sort au village,
et que le cimetière se remplit plus vite en 2 lunes qu'en 4 saisons. C'est une sorcière. Seules les flammes nous libéreront du mauvais sort. Allons, allons, calmez-vous. On ne brûle pas les gens comme ça. Il faut faire une enquête sur ces morts et interroger cette femme. J'en parlerai au prévôt du comté. Plus besoin du prévôt, la méchante s'est enfuie. Et nous avons la preuve de ses manigances avec le malin. Ah oui? Je serais bien curieux de la voir. Le paysan esquissa un sourire édenté et tendit la main vers la charrette. La preuve, la voici. Intrigué, le prieur s'avança. Les villageois s'écartèrent en silence. Dom Salvatore se saisit du linge qui dissimulait la forme allongée et, d'un geste respectueux, découvrit le visage, puis le corps. Il s'agissait d'un homme d'environ 30 ans, assez beau bien que très amaigri. Il était entièrement nu. Sur le côté, près du cœur, le prieur remarqua une longue cicatrice. L'homme respirait, son cœur battait, mais ses yeux restaient clos. « Eh bien, reprit le moine en se tournant vers les villageois, qu'est-ce que cela signifie ?» Le chef du village reprit la parole. « Nous l'avons découvert dans la cave de la maison de la sorcière. Il vit, mais sa tête est absente. La femme se livrait sûrement à des exercices de magie sur lui. Nous avons trouvé quantité de poudre et de baume près de lui. Et puis regardez, elle l'a marqué aux pieds et aux mains des signes du démon. C'est un possédé. Voilà pourquoi nous l'avons amené au monastère. » L'oracle de la Luna, le nom de cette sorcière qui semble faire bien de la misère aux gens qui l'entourent. Bon, il est sociologue, Frédéric Lenoir, il est philosophe, il est écrivain, mais c'est aussi un profond amoureux des animaux, au point d'écrire une lettre ouverte aux animaux et à ceux qui les aiment. En guise de présentation à cet extrait, celui qui va suivre, quelques mots de Lenoir lui-même. Nous assistons probablement, et je le souhaite de tout cœur au passage, à un stade éthique supérieur où la pensée humaniste s'étend à tous les êtres sensibles qui peuplent la Terre. Dès lors, faire preuve d'humanité ne signifie plus simplement respecter les autres êtres humains, mais tout être vivant, selon son degré de sensibilité et de conscience. Voilà, c'est pour moi notre plus belle vocation, protecteur et serviteur du monde, de dire Frédéric Lenoir. On écoute un extrait de cette lettre ouverte aux animaux. Cela doit faire 40 ans que je n'ai plus péché, mais je me souviens de n'avoir jamais ressenti le moindre remords à le faire, alors que tuer un animal terrestre pour le manger m'était impossible. Je ne saurais véritablement expliquer ce 2 poids 2 mesures. Je suis donc parfaitement représentatif de nombre de mes semblables. Je suis sensible à votre souffrance et je milite depuis longtemps pour qu'elle diminue, mais j'ai du mal à résister à un bon plateau de fruits de mer, et même si j'ai fortement réduit ma consommation de viande et que je tends vers le végétarisme, il m'arrive encore de craquer pour un poulet rôti au restaurant ou chez des amis. Je n'hésite pas non plus à écraser un moustique qui m'empêche de dormir ou à éradiquer les mites qui trouent mes pulls, en laine de brebis. Parmi mes semblables, vos meilleurs amis sont assurément les véganes, qui ne consomment rien qui soit issu du règne animal ni de son exploitation, mais je me sens encore incapable de parvenir à cette pratique pourtant totalement cohérente. Je me pose d'ailleurs la question, et j'y reviendrai à la fin de cette lettre, de savoir si une attitude éthique à votre égard peut tenir compte des degrés de sensibilité à la douleur et d'intelligence de vos diverses espèces, ou si le même respect absolu doit être appliqué à tous. Les spécialistes du comportement animal, que nous appelons éthologues, nous ont montré au cours des dernières décennies à quel point nous étions infiniment plus proches de vous que nous l'avons longtemps pensé. Nous savons désormais que comme nous, vous êtes sensibles à la douleur. Comme nous, vous pouvez avoir une intelligence logique, déductive, capable de distinguer et parfois même de nommer. Vous employez des formes de langage. Vous savez parfois fabriquer des outils et transmettre des coutumes à vos enfants. Il peut vous arriver de plaisanter et vous adorez jouer. Vous manifestez de l'amour et souvent même de la compassion. Certains d'entre vous ont conscience d'eux-mêmes et font preuve d'un sens moral et de la justice, la vôtre pas la nôtre, développé. Certes,
Il existe aussi des différences entre nous et vous, comme il existe des différences entre les espèces. Chacune est unique, à l'image de toutes les autres. Ce qui fait notre singularité, la complexité de notre langage, le caractère infini de notre désir, une pensée mythico-religieuse, une capacité à se projeter dans un avenir lointain et une conscience morale universelle, devrait nous inciter à adopter une attitude juste et responsable envers vous. Et pourtant, nous sommes le plus souvent mus par l'instinct le plus stupide à vous dominer et à vous exploiter, selon le vieil adage de la loi du plus fort. Certes, nous habillons cet instinct prédateur et dominateur de mille artifices intellectuels et rhétoriques. Car un des caractères singuliers de l'être humain, c'est bien aussi cette extraordinaire capacité à justifier ses désirs. Comme l'a souligné le philosophe Baruch Spinoza au XVIIe siècle, nous ne désirons pas une chose parce que nous la jugeons bonne, mais nous la jugeons bonne parce que nous la désirons. Cela nous arrange d'exploiter un âne, d'assister au meurtre d'un taureau dans une arène ou de manger du cochon de lait. Qu'à cela ne tienne, inventons de bonnes raisons, économiques, culturelles, biologiques, gastronomiques ou religieuses, de le faire, afin d'assouvir notre désir, en toute bonne conscience. De même que nous ne pouvons penser à votre place, de même vous ne pouvez comprendre ce qui se passe dans notre tête. C'est pourquoi je vais tenter de vous expliquer la vision que nous avons de vous et de nous-mêmes. J'aimerais vous raconter la longue histoire du lien qui nous unit et des justifications que nous avons trouvées pour vous dominer, vous exploiter et vous tuer aujourd'hui de manière massive. Je vous parlerai aussi des êtres humains qui ont toujours refusé, et qui continuent de refuser, cette exploitation et ce massacre de masse. Je vous dirai enfin quelles solutions nous pouvons envisager, nous autres humains, qui sommes l'espèce la plus puissante et donc, moralement, la plus responsable, pour mieux vous respecter, bien chers animaux, vous qui ne pouvez exprimer avec nos mots ce que vous ressentez. Je ponctuerai aussi ces lignes de citation de certains de vos amis les plus éloquents, écrivains, philosophes, scientifiques, poètes, qui savent qu'un être humain ne peut grandir en humanité qu'en étant le plus respectueux possible de tous les êtres sensibles peuplant la Terre. Chapitre 1. Comment Homo sapiens est devenu le maître du monde. J'étais en train d'écouter ça, puis je me disais, mais quel beau cadeau à faire à quelqu'un qui aime les animaux ou à quelqu'un qui justement ne les aime pas et qui trouve que c'est parfaitement logique que ce massacre ait lieu jour après jour, année après année, même siècle après siècle. Je vous rappelle qu'il s'agit de Lettres ouvertes aux animaux de Monsieur Frédéric Lenoir. C'est lu par Christophe Chêne Caillouteau. Des livres plein les oreilles, seconde partie. Gérald Cousineau s'est attaqué au dernier livre de Yasmina Khadra, Cœur d'amande. Il va venir nous en parler dans quelques secondes. Et puis, pour finir cette émission, des nouveautés en livre audio, dont un qui me paraissait opportun, alors que la date du 5 novembre, date des élections chez notre voisin immédiat, approche à grands pas. Bonjour Gérald. Bonjour Clotilde. Gérald Cousineau, et je calculais Gérald que ça fait au moins 10 ans que vous êtes un collaborateur fidèle de cette émission consacrée aux livres audio, et j'en profite pour vous remercier publiquement. Oui, j'étais adolescent quand j'ai commencé, oui, je m'en souviens très bien. Oui. Oh bah oui, moi j'étais encore aux couches, hein. Oui, c'est... Ah bon, d'accord. Alors, Cœur d'amande de Yasmina Khadra, je vous avouerai que j'en ai un peu parlé en tout début de saison, mais vraiment, je l'ai effleuré et j'en ai diffusé un extrait. Alors, j'avais très hâte que vous nous en disiez un petit peu plus de ce Cœur d'amande. D'abord, quelques mots sur Yasmina Khadra, qui est bien connue aujourd'hui. Yasmina Khadra, qui est née Mohamed Moulay Séoul, algérien de naissance. C'était un militaire, un ex-officier de l'armée algérienne. Et puis, il a tout quitté. Il a quitté l'armée. Il a déménagé en France vers 2001. Et il a choisi le pseudonyme de Yasmina Khadra. Pourquoi? Ben, ce sont les deux prénoms de son épouse. Ça, je pense qu'on le sait maintenant. Là. Ouais. Pourquoi? Parce que c'était en partie pour contourner la censure militaire.
Parce que vous savez que Cadra, enfin vous savez, il a commencé à écrire à 18 ans. Il a commencé à publier très, très, très jeune. Ouais. Il a employé des pseudonymes, mais comme il était militaire à ce moment-là, ben, c'était un peu difficile pour lui. Alors, il a contourné la censure en choisissant les prénoms de sa femme, et c'est elle qui signait les contrats d'édition de son nom. D'ailleurs, elle va lui dire une très jolie chose. Elle va dire, tu m'as donné ton nom pour la vie, je t'ai donné le mien pour la postérité. Oh, que c'est joli. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Mais pour la petite histoire, très rapidement, au tout début de ma carrière, quand je connaissais un petit peu moins tous ces auteurs et autrices-là, j'avais parlé de Yasmina Khadra en disant « elle ». Oui. Voilà. Et on m'avait téléphoné en disant « c'est parce que c'est lui ». Ah, bon. Alors, je vous laisse parler, mon cher ami. Alors, Cœur d'amande. Oui, j'y arrive tout de suite. En fait, elle s'appelle Yamina. Son vrai prénom, c'est Yamina. Mais un éditeur pensait que c'était une erreur. Il a ajouté un S. Donc, c'est devenu Yasmina Khadra. Bon. Donc, ce monsieur Khadra a une œuvre abondante. Ouais. Il y a déjà une trentaine de livres à son actif, dont le célèbre Attentat, paru en 2005. À mon avis, c'est peut-être le livre qui l'a fait connaître davantage, mais il est traduit dans une cinquantaine de langues quand même. Il a vendu des millions de livres. Donc, son tout dernier, Cœur d'amande, nous sommes à Paris, dans le quartier, je crois que c'est Belleville, est-ce que je me trompe? Ah non, c'est pas Belleville, c'est Barbès-Rochechouart. OK, ça c'est le nom du quartier. C'est le nom du quartier, c'est aussi le nom d'une station de métro qui est juste en dessous Montmartre, en fait, qui est juste en dessous la butte. Il parle de Barbès-Rochechouart, il parle de Montmartre, dans lequel il va beaucoup se promener. Donc, nous avons cet homme, c'est un jeune homme, il a 31 ans. Il s'appelle donc Nestor, Nest pour les intimes, et il travaille dans un magasin de chaussures. Mais, hélas pour lui, la crise sévit en France et son patron l'appelle, c'est fini. Il ne travaille plus, le voilà chômeur. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, que porte l'extrait qu'on va attendre. Alors, nous y allons. Edwin a été correct dans son choix, sauf qu'il n'avait pas à me sortir cette histoire de pension. Ce n'est pas parce que ma grand-mère a une retraite de l'éducation nationale que ça me disqualifie d'office. Certes, Edwin n'a pas pensé à mal. N'empêche, ça me chagrine qu'il puisse justifier de cette manière mon éviction. J'ai le sentiment que les trottoirs sont, soudain, trop étroits. La foule qui fourmille autour du marché et les passagers qui débarquent du métro Barbès-Rochechouart me donnent le tournis. En vérité, c'est moi qui suis groggy. Que faire de mon temps maintenant? Le boulot m'occupait, ordonnait mes journées, y mettait un peu d'enthousiasme. Le matin, je savais pourquoi je me levais. Et j'étais même content de me dépêcher lorsque j'étais en retard. J'aimais m'affouler pendant que je gagnais la boutique, un œil responsable sur le cadran de ma montre, une belle Rolex d'imitation achetée 25 € à un vendeur à la Sauvette, boulevard de la Chapelle. J'adorais arriver à l'heure et être accueilli par le sourire de Flo, retirer mon veston avec la ferveur d'un chirurgien appelé d'urgence au bloc, vendre ma première paire de chaussures de la matinée et courir l'annoncer à Edwin. Désormais, mes jours ne seront que le prolongement de mes nuits sans attrait, le remake d'un même déplaisir. J'ai longtemps connu ce genre de passage à vide, et ça me stresse de devoir le subir à nouveau. Voilà, donc il vient de se faire renvoyer, comme vous nous l'aviez raconté, de ce magasin de chaussures. Finalement, en tant que vendeur, c'était presque toute sa vie à ce Nestor. Oui, et je n'ai pas dit une chose importante, c'est que Nestor est un nain. D'ailleurs, il va dire, je m'appelle Nestor, j'ai 31 ans et je suis un nain. Et voilà pourquoi sa mère l'a rejeté à sa naissance, parce qu'elle le trouvait anormalement petit. Alors, il va vivre avec sa grand-mère. Et sa grand-mère est un personnage formidable. Elle va lui apprendre à ne voir que le bon côté des choses et elle va lui transmettre aussi l'amour des livres. Et ça, c'est important dans l'histoire parce que non seulement il va devenir un bon lecteur, un grand lecteur, mais il va aussi avoir le goût d'écrire. Or, on parle de temps en temps dans le roman d'un manuscrit, il le prend, il le met de côté, il le reprend, etc. Donc ça, c'est important de savoir qu'il a un manuscrit en chantier. Donc, il vit avec sa grand-mère dans un appartement très modeste du quartier. Et ce qui est savoureux déjà, Clotilde, c'est la façon dont il peint ses voisins.
Ils sont hauts en couleur, c'est le moins qu'on puisse dire. On a presque envie de déménager. Hein. Vous savez, ce petit monde, maintenant, il y a des gens qui, ils vont commettre un petit crime par-ci, par-là, rien de catastrophique, mais parce qu'ils tiennent le coup. Ils doivent survivre, tout simplement. Mais à peine sorti de chez lui, on l'interpelle, voilà, cœur d'amande par-ci, cœur d'amande par-là. Alors, ça, c'est vraiment savoureux, cette façon qu'a Kadra de dépeindre le quartier où vit le personnage principal. Donc, il vit avec sa grand-mère. Or, sa grand-mère, ce n'est plus une jeune femme. Elle arrive à 86 ans et un jour, elle fait une fugue. Et bien sûr, malheureusement, pour Cœur d'amande, on va la placer dans une maison de retraite égalisée. On va la placer, bien sûr, alors que le Cœur d'amande n'est pas d'accord. Il va dire au médecin, ma grand-mère n'est pas folle, mais malheureusement, le système est plus fort que lui, donc elle est placée et là, elle va diminuer de plus en plus. Alors, un jour, bien sûr, sa grand-mère, il apprend qu'elle est morte. Mais c'est un coup dur, mais ce personnage-là, je le répète, il a appris à ne voir que le bon côté des choses. Il a souvent touché au fond, mais il remonte toujours. Il rebondit toujours. Et ce qui est bien avec ce personnage, c'est que malgré son handicap, parce que lui, il le voit comme un handicap, le fait qu'il soit de petite taille, il a le courage, je dirais, d'être soi, d'être lui-même dans un monde assez dur quand même, avec les personnes qui sortent du modèle commun, disons. Donc, il a le courage d'être soi et en même temps, c'est un chant d'amour et je dirais de solidarité avec les gens qui l'entourent. Il n'y a pas une once de cynisme dans ce livre. Et ça, je le souligne régulièrement parce que il y a tellement de romans où l'atmosphère est noire, sombre, cynique. Là, non. D'ailleurs, Kadra le dit bien, non, pas de cynisme dans son livre. D'ailleurs, il dit dans une entrevue, j'ai bien aimé ça, quand il se prépare à écrire un roman, il faut qu'il soit happé. Ça, c'est le mot qu'il a employé. Il faut qu'il soit happé par ses personnages. Eh bien là, il a été happé vraiment. Et moi, j'ai été happé par ce personnage de Cœur d'amande. Et il a des amis. À un moment donné, par exemple, il a un certain Léon comme ami. Léon vit en Provence. Alors, notre ami Cœur d'amande est un peu déprimé parce que sa grand-mère vient de mourir. Il va aller passer quelques jours en Provence. Or, ce Léon a des parents norvégiens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en Norvège se recueillir sur les tombes des parents de Léon. Léon est malade. Il va mourir à son tour. Mais encore là, notre ami Cœur d'amande va remonter la pente. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré une certaine Alice. J'en dis pas plus. Donc, voilà. Même au plus noir, il y a quand même du soleil qui apparaît quelque part et il tient bon. Et voilà. Et pourquoi Cœur d'amande? Est-ce qu'on l'explique dans le livre? On dit le mot en arabe, mais effectivement, on ne l'explique pas. Alors, on suppose parce que c'est la gentillesse même, ce gars-là. C'est la gentillesse même, toujours ouvert aux autres. Donc, on l'a surnommé Cœur d'amande. Je ne vous dirai pas le mot en arabe, d'abord parce que je l'ai oublié. Ensuite, parce que mon arabe n'est pas très bon. Hein. Mais c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé et je l'ai écouté 2 fois. C'est pas une brique de 500 pages, c'est 300 pages, mais en termes d'écoute, c'est à peu près 5 heures. Mais j'ai beaucoup aimé. Et ce qui est bien avec Kadra, c'est qu'il nous surprend chaque fois. Il ne répète pas la même histoire. Il en a écrit beaucoup. Parfois, nous sommes en Belgique, parfois nous sommes à La Havane, parfois nous sommes au Mexique. Donc, il y a toujours une surprise chez lui. C'est ça qui me plaît bien chez lui. Toujours surpris. Ah oui, à La Havane, c'était les dieux. Dieu n'habite pas à La Havane. Voilà. Oui, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs parce qu'il a été enregistré ce livre-là. Et j'avais oublié que c'était Kadra qui l'avait écrit ce livre. Alors, donc, on est à Paris, un Paris très très coloré, mais alors on n'est pas du tout dans un Paris touristique. On est de toute façon, c'est pas un quartier. Montmartre l'est. Mais le bas de Montmartre, les Abbesses, Barbès, tout ça, c'est un endroit très 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 peuplé, très 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 coloré, très très multiethnique, très. Oui, en effet. Et c'est très bien rendu. Voilà, et j'imagine. Et puis, puisqu'il nous reste un petit peu de temps, l'écriture de Kadra. Si vous me le permettez, j'ai trouvé une petite citation que j'aime tellement. Aujourd'hui, et ça c'est extrait du livre Cœur d'amande dont nous parlons ensemble, Gérald. Aujourd'hui, il pleut. Lorsqu'il pleut sur Paris, c'est comme si on floutait une toile de maître. La plus belle ville du monde se voit délestée de sa féerie, pareille à une vieille diva en train de se démaquiller dans sa loge. Quelle image! Oui. J'adore! Et notre ami va se promener dans Paris, qu'il fasse beau, qu'il fasse triste, et il dit quelque part qu'il se considère comme un randonneur subjugué.
Malgré tout, il reste un randonneur subjugué. Il ne cède rien. Voilà. Il est toujours là, ouvert, et il rebondit chaque fois. Il est très fort, ce personnage, mine de rien. Ah oui, hein, alors ce Nestor, lorsqu'il est jeune, lorsqu'il est à l'école, il subit malheureusement les lazis, les colibets de ses petits camarades. Ouais, c'est ça. Mais plus vieux, est-ce qu'il vit ça encore, ou au contraire, est-ce qu'on le respecte beaucoup, Nestor? Plus vieux, c'est moins évident parce que justement, il a des amis qui l'acceptent tel qu'il est, et surtout, bien sûr, il va rencontrer une certaine Alice, et là, au bonheur, Alice l'accepte comme il est, voilà. Donc, il y a quand même de très bons moments, et ce sont chez lui les bons moments qui l'emportent. Le reste, il finit par vivre avec et l'oublier, là. Alors, ça s'appelle Cœur d'amande de Yasmina Khadra. C'est lu, du moins dans l'extrait qu'on a entendu, par Cédric Dumont. Et ça a été l'objet d'une chronique de Gérald Cousineau que je remercie. Je vous dis à dans 2 semaines. D'accord. Allez, je vous embrasse. Mais à vous aussi, Gérald. Salut, bye. Merci, au revoir. Nexus, c'est une nouveauté en livre audio. C'est sorti il y a très peu de temps sur papier. C'est de Yuval Noah Harari. De quoi s'agit-il, Nexus? C'est tellement dense comme bouquin. C'est une brève histoire. Ça, c'est le résumé vraiment en une phrase qu'on nous en fait. Une brève histoire des réseaux d'information de l'âge de pierre à l'intelligence artificielle. D'abord, qui est Harari? Harari, au départ, il est d'origine juive, il est né en Israël de parents libanais. C'est lui qui a écrit Sapiens, une brève histoire de l'humanité, dont nous avions parlé d'ailleurs à cette émission, puisque le livre est également sorti en hébreu. Il a d'abord publié en hébreu sous le titre Une brève histoire de l'humanité, et ensuite, Sapiens a été traduit dans près de 30 langue. Ça retrace l'Homo sapiens à l'âge de pierre jusqu'aux révolutions politiques et technologiques du XXIe siècle. Là, avec ce nouvel ouvrage, ce nouveau bouquin, Yuval Noah Harari, l'auteur du best-seller Sapiens, revisite, cette fois-ci, l'histoire de l'humanité pour comprendre comment les réseaux d'information ont fait et défait notre monde. Alors, qui sont les réseaux d'information? Par exemple, pour lui, la Bible est un réseau d'information. Alors, c'est passionnant. Parfois, c'est un petit peu difficile à comprendre, mais il y a des passages où c'est d'une clarté, d'une limpidité. Ça vaut vraiment le coup de se plonger dans Nexus. Il aborde aussi les choix cruciaux auxquels nous sommes et auxquels nous serons confrontés au moment où l'intelligence artificielle révolutionne la médecine, la guerre, les démocraties, et menace notre existence même. C'est vraiment un livre capital pour comprendre comment, en faisant des choix éclairés, il nous est encore possible d'empêcher le pire. Extrait de Nexus, c'est lu par... je ne sais plus, mais je vais vous le dire après. Nous avons baptisé notre espèce Homo sapiens, l'homme sage. Mais on est en droit de se demander dans quelle mesure nous avons fait honneur à ce nom. Au cours des 100 000 dernières années, nous autres sapiens avons certes accumulé un pouvoir immense. La simple liste de nos découvertes, inventions et conquêtes noircirait des volumes entiers. Mais pouvoir n'est pas sagesse. Et après 100 000 ans de découvertes, d'inventions et de conquêtes, l'humanité s'est elle-même précipitée dans une crise existentielle. Nous sommes au bord de l'effondrement écologique, conséquence du mauvais usage que nous faisions de notre pouvoir. Nous sommes par ailleurs occupés à créer de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, IA, potentiellement capables d'échapper à notre contrôle et de nous réduire en esclavage ou de nous annihiler. Pourtant, à l'heure où notre espèce devrait s'unir pour affronter ces défis existentiels, les tensions internationales ne cessent de croître. La coopération à l'échelle mondiale se fait de plus en plus difficile. Certains pays constituent des stocks d'armes apocalyptiques et une nouvelle guerre mondiale ne paraît pas impossible. Si nous sommes si sages, nous autres sapiens, pourquoi faisons-nous preuve d'une telle tendance à l'autodestruction? Envisager l'information comme un nexus, un vecteur de lien social, permet de mieux comprendre plusieurs aspects de l'histoire humaine qui mettent à mal la vision naïve de l'information comme représentation.
Cela explique le succès à travers les siècles, non seulement de l'astrologie, mais de choses bien plus importantes, comme la Bible. Si certains dénigrent l'astrologie en la présentant comme un aspect aussi mineur que pittoresque de l'histoire de l'humanité, nul ne peut nier le rôle central qu'y a joué la Bible. Si la principale fonction de l'information était de représenter fidèlement la réalité, il serait difficile d'expliquer comment la Bible a pu devenir l'un des textes les plus influents de l'histoire. La Bible multiplie les erreurs flagrantes dans sa description des affaires humaines et des processus naturels. Le livre de la Genèse affirme ainsi que tous les groupes humains, y compris par exemple les peuples San du désert du Kalahari et les aborigènes d'Australie, descendent d'une même famille qui aurait vécu au Moyen-Orient il y a environ 4000 ans. À en croire la Genèse, après le déluge, tous les descendants de Noé auraient vécu ensemble en Mésopotamie. Mais suite à la destruction de la tour de Babel, ils se seraient éparpillés aux 4 coins de la terre pour devenir les ancêtres de tous les humains d'aujourd'hui. Or, les ancêtres des peuples San ont en réalité vécu sur le continent africain pendant des centaines de milliers d'années sans jamais le quitter. Et les ancêtres des aborigènes ont colonisé l'Australie il y a plus de 50 000 ans. Des preuves à la fois génétiques et archéologiques écartent l'hypothèse selon laquelle les anciennes populations d'Afrique du Sud et d'Australie auraient été totalement anéanties il y a environ 4000 ans par une gigantesque inondation, et que ces régions auraient ensuite été repeuplées par des immigrés venus du Moyen-Orient. Une autre distorsion de la réalité, plus grave encore, concerne les maladies infectieuses telles que nous les connaissons. La Bible décrit systématiquement les épidémies comme des châtiments divins pour les péchés des hommes et soutient qu'elles peuvent être contenues ou prévenues par des prières et des rituels religieux. Or, les épidémies sont évidemment causées par des agents pathogènes, et c'est grâce au respect de règles d'hygiène et au recours à des médicaments et des vaccins qu'on peut les contenir et les prévenir. Tout cela est largement admis aujourd'hui, même par les autorités religieuses comme le pape, qui, pendant la pandémie de la Covid-19, conseillait aux gens de se confiner plutôt que de se rassembler pour prier ensemble. Pourtant, bien que la représentation qu'elle donne de la réalité des origines de l'humanité, de ses migrations et des épidémies qui la frappent laisse grandement à désirer, la Bible ne s'en est pas moins montrée très efficace pour connecter des milliards d'hommes et créer les religions juives et chrétiennes. De la même manière que l'ADN enclenche des processus chimiques qui relient entre elles des milliards de cellules pour former des réseaux organiques, la Bible a enclenché des processus sociaux qui ont relié entre eux des milliards d'êtres humains pour former des réseaux religieux. Et de même qu'un réseau de cellules peut accomplir des choses que les cellules individuelles sont incapables de réaliser, un réseau religieux peut réussir des prouesses dont les humains pris individuellement sont incapables. Par exemple, construire des temples, instaurer des systèmes juridiques, célébrer des fêtes religieuses et mener des guerres saintes. Pour conclure, l'information représente tantôt la réalité, tantôt non. Mais toujours, elle connecte. C'est sa caractéristique fondamentale. Par conséquent, lorsqu'on étudie le rôle de l'information dans l'histoire, bien qu'il soit parfois pertinent de demander avec quelle exactitude représente-t-elle la réalité, est-elle vraie ou fausse, les questions les plus cruciales sont généralement les suivantes. Dans quelle mesure connecte-t-elle les gens? Quel nouveau réseau crée-t-elle? Que c'est intéressant. Nexus, une brève histoire des réseaux d'information de l'âge de pierre à l'intelligence artificielle de Yuval Noah Harari, c'est lu ici par Philippe Solière. Le 5 novembre approche à grands pas, mes amis. De l'autre côté, on va donc voter. Je ne parlerai pas ici de politique, je ne reciterai pas le nom des 2 personnes en puissance qui se retrouvent sur les devants de la scène. Là n'est pas le but de l'émission, mais ça m'a donné envie de relire le livre qui s'appelle Lincoln, L'homme qui sauva les États-Unis de Bernard Vincent. Ça existe en audio, c'est lu par François Cottrell et c'est sorti en septembre dernier chez Sixth Street. Lincoln, Abraham, c'est un type qui a occupé une place à part dans l'histoire des États-Unis et aussi dans la mémoire de ses citoyens. C'est du moins ce qu'on nous rappelle dans le résumé qu'on nous en fait sur le site. C'est un type qui est passé littéralement, au sens propre du terme, de la cabane en rondin où il a grandi,
jusqu'au rôle de président des États-Unis. On disait de lui que c'était l'ascension d'un bûcheron devenu roi. Et il est vraiment l'exemple incarné du rêve américain au point d'être l'objet d'un véritable culte laïque. Il a été tenu à l'écart des études très longtemps, promis à une existence sans relief. Il était complètement autodidacte. Il a quand même réussi à devenir avocat. Et puis, il s'est lancé en politique à 23 ans et c'est en 1860 qu'il va être élu à la Maison-Blanche. Il a alors 51 ans. Et là, il va y accomplir absolument l'impensable, c'est-à-dire remporter la victoire militaire contre les États du Sud, c'est-à-dire sauver l'Union fédérale du naufrage et, surtout, il est réputé pour ça, proclamer l'abolition de l'esclavage, pratique d'après lui, indigne d'une nation formée pour éclairer le monde. Oui, c'était un acte de bravoure absolument inouï dont il eut le génie, nous rappelle-t-on encore, de penser qu'il accélérerait la réunification au lieu de la freiner. C'était très courageux, tellement courageux qu'il a été assassiné le 14 avril 1865, quelques jours après la fin des hostilités de la fameuse guerre de sécession. Lincoln, l'homme qui sauva les États-Unis de Bernard Vincent, c'est lu par François Cottrell. Le 4 mars 1861, jour officiel de sa prise de fonction, les sécessionnistes ont déjà créé leur propre confédération et se sont donné un président provisoire en la personne de Jefferson Davis. Dans son discours d'investiture, c'est principalement à eux qu'il s'adresse. Aux 7 États qui ont déjà fait sécession, Caroline du Sud, Mississippi, Floride, Alabama, Géorgie, Louisiane, Texas, et aux 4 qui s'apprêtent à en faire autant, Virginie, Arkansas, Tennessee, Caroline du Nord. Seuls 4 États esclavagistes resteront fidèles à l'Union, Missouri, Kentucky, Maryland, Delaware. Face à la tragédie qui se dessine, Lincoln se montre à la fois ferme et conciliant. Ferme, car il a pour fonction principale de perpétuer l'Union, conciliant, car il veut à tout prix éviter une confrontation armée. Aux sudistes mécontents qui voient en lui le porte-parole et l'instrument des abolitionnistes, il redit ce qu'il a déjà exprimé dans plusieurs discours antérieurs. Je n'ai pas le dessein de toucher, directement ou indirectement, à l'institution de l'esclavage dans les États où il existe. Je pense que la loi ne m'en donne pas le droit, et cela n'est point conforme à mon inclination. Appliquant la Constitution fédérale telle qu'elle existe, Lincoln respectera donc le droit des États à gérer librement leurs affaires intérieures. Et ce n'est pas lui, si affrontement il doit y avoir, qui fera couler le sang en premier. C'est dans vos mains et non dans les miennes que repose la question capitale de la guerre civile. Le gouvernement ne vous attaquera pas. Il n'y aura de conflit que si vous êtes vous-même les agresseurs. Vous n'avez pas, vous, fait serment au ciel de détruire ce gouvernement, alors que j'ai, moi, juré solennellement de le préserver, de le protéger et de le défendre. Nous ne sommes pas ennemis, mais amis, et devons le rester. Même si la passion a pu altérer les liens qui nous unissent, il ne faut pas qu'elle les rompe. Les harmonies mystiques de la mémoire, remontant de tous les champs de bataille et de la tombe de tous les patriotes, jusqu'à l'âme vivante et au foyer de chaque citoyen de ce vaste pays, sauront à nouveau faire retentir le cœur de notre union dès lors qu'agiront sur elle, comme je le pense, les meilleurs anges de notre nature. Mais les meilleurs anges évoqués par Lincoln n'étaient pas au rendez-vous. Et la guerre, de loin la plus meurtrière jamais vécue par les Américains, éclata quelques semaines plus tard, le 12 avril 1861, à l'initiative des sudistes de Caroline du Sud. Ce jour-là, l'attaque au canon contre Fort Sumter, forteresse fédérale située à l'entrée du port de Charleston, ne fit aucune victime. Il faudra cependant 4 ans de combats acharnés et la mort de plus de 600 000 soldats et civils américains pour que l'Union soit rétablie et le pays réunifié. Le dernier à mourir fut Lincoln lui-même, assassiné 5 jours après l'ultime bataille d'Appomattox, 9 avril 1865.
Élu pour sauver l'Union, mort pour l'avoir préservée, le président Lincoln dut gouverner une Amérique en guerre contre elle-même, et sa fin tragique l'empêcha de donner sa mesure en temps de paix. 5 jours avant Appomattox et 10 jours avant de disparaître, le président, récemment réélu pour un second mandat et déjà assuré de la victoire du Nord, prononce son second discours d'investiture, un discours fraternel sur le thème de l'apaisement, de l'unité prochainement retrouvée et du refus de toute vengeance. Sans haine envers personne, charitable avec tous, ferme dans la recherche du bien pour autant que Dieu nous permette de discerner ce qu'est le bien, travaillons à achever la tâche où nous sommes engagés. Efforçons-nous de panser les plaies du pays et de tout faire pour instituer et chérir une paix juste et durable, entre nous-mêmes comme avec l'ensemble des nations. Oui, c'est un discours qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, en tout cas pas de nos jours aux États-Unis. Voilà ce qui met un terme à l'émission des livres plein les oreilles. Lincoln, l'homme qui sauva les États-Unis de Bernard Vincent en livre audio. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup Mathieu Tessier pour sa présence en régie. Je m'appelle Clotilde Sey et je vous dis à la semaine prochaine.